Bonjour, merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cet événement et qui m'ont invité à y participer. Ça a un impact immédiat sur ma réflexion en écoutant M. Lucier. Je regrette un petit peu le titre que j'ai donné à ma communication. Une institution publique dans l'effervescence culturelle, c'est une extraordinaire simplification. Je reviendrai là-dessus. Je voudrais aussi remercier des collègues qui ont généreusement accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Je vous les nomme par ordre alphabétique, toutes générations confondues. Guy Bellavance, Dorval Brunel, Daniel Chartier, Francine Couture, Nada Guzin-Luquic, Marie-Hélène Leblanc, Sylvain Lemay, Suzanne Lemrise, Carole Lévesque, Gilles Pronovo, Margot Ricard, Marc Urbain-Proulx et bien d'autres, évidemment. Puis je voudrais remercier plus particulièrement Olivier Lamoureux-Lafleur, qui est doctorant en sociologie, qui prépare une thèse sur le développement de la sociologie à l'UQAM et qui m'a assisté dans la préparation de la communication que je vais vous lire. Je vais vous la lire pour ne pas déborder de mon temps puis ulcérer notre président d'Assemblée. Alors évidemment, pour prendre la pleine mesure du rôle culturel de l'Université du Québec, il faudrait identifier les réalisations, identifier des personnes, convenir des indicateurs pertinents et évaluer les effets de l'institution, par exemple sur la diplomation et l'employabilité des professions culturelles ou sur les pratiques culturelles, sur l'exercice de la citoyenneté. Ce sont des exemples. Certaines de ces réalisations sont très spectaculaires, d'autres moins visibles, dans des domaines aussi divers que la recherche et l'enseignement des langues, la production cinématographique ou télévisuelle, les études autochtones, la médiation culturelle, les arts visuels et médiatiques, le patrimoine, la poésie ou la bande dessinée. Je vais plutôt m'arrêter sur quelques éléments d'analyse de l'institution publique qu'est l'Université du Québec, et ce, selon simplement 3 axes d'interrogation. Le premier porte sur les débats entourant l'éducation et l'enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne l'enseignement des arts. Le deuxième sur la culture et les dynamiques régionales. Le troisième sur la démocratisation de la culture, sur les initiatives ou l'influence de l'institution dans le paysage actuel de la production et de l'expression culturelle sous toutes leurs formes. Depuis 50 ans, les réflexions critiques se sont multipliées non seulement à l'endroit de la culture, pour en montrer ne serait-ce que la complexité, la relativité et la diversité, mais aussi bien à l'endroit du développement qui s'avère conflictuel, voire contradictoire. L'apparition de l'Université du Québec dans ce contexte nous oblige, je pense, à porter attention à des tensions internes, à des principes et à des idées de réforme qui se sont présentés à plusieurs comme des utopies. L'Université du Québec me semble au cœur des grands débats et des transformations de la culture, de ses idées comme de ses pratiques, et j'évoquerai quelques-unes des contributions du réseau dans une période de profond changement, une période qui n'est, semble-t-il, toujours pas prête à se refermer. Au passage, on aura soulevé bien des questions sur ce qu'est, ce que n'est pas ou ce que devrait être la culture. On pourra remettre en question aussi les frontières qui semblent toujours partager les sciences, les savoir-faire et les imaginaires. Que parmi les objectifs du réseau de l'Université du Québec au moment de sa création figure le besoin de consolider l'enseignement universitaire dans le système éducatif du Québec en pleine réforme et également de le doter d'une deuxième université de langue française à Montréal, une institution laïque. Cela suffit à saisir l'ampleur de l'événement sur le plan culturel. De plus, le réseau va s'inspirer de nouvelles pédagogies et accorder dès le départ un intérêt particulier à la sensibilisation, à l'éducation et à la formation artistique, à la recherche interdisciplinaire, voire à l'imagination créatrice, telle qu'on peut le lire par exemple chez Marcel Rioux ou Noël Vallerand. Donc mon premier axe d'interrogation porte sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Ce serait une erreur que de mesurer tous les développements ou l'évolution de l'Université du Québec aux seuls énoncés de principes
et aux idéaux qui ont présidé à sa naissance. Le scénario de la dérive ou de l'oubli, souvent évoqué lorsqu'on revient au texte fondateur et au débat des années 60, ne nous renseigne pas nécessairement sur les réalités culturelles et institutionnelles en cause, mais les principes, voire les utopies sur l'enseignement supérieur et la formation artistique font bien partie de la chose dont on doit se réapproprier aujourd'hui. Les infidélités ou les écarts de conduite par rapport à la mission originelle et les obstacles matériels comme les restrictions budgétaires et le manque de ressources dans certains secteurs seront ainsi sans doute plus faciles à surmonter. En filigrane des débats des années 50 et 60 qui préparent directement les réformes du système d'éducation et la mise en place du réseau, il faut aussi se rappeler les mouvements d'idées et l'évolution souvent très conflictuelle des pratiques et de l'esthétique artistique, de l'enseignement des arts, ainsi que le développement des institutions artistiques du ou des marchés de l'art, ou bien évidemment de l'expansion des marchés des médias de communication et des industries culturelles. J'invoque rapidement deux cas qui illustrent les enjeux politiques et culturels fondamentaux qui étaient présents à l'origine du réseau et qui le sont encore aujourd'hui. Pensons aux tribulations du programme d'animation et recherche culturelle, un baccalauréat unique en Amérique du Nord offert à l'UQAM depuis 1970, où on entend appuyer fortement la démocratisation de la culture et la transformation de la société en misant notamment sur l'action communautaire et sur les pratiques d'art engagées. Pensons, dans la foulée des luttes autochtones pour la reconnaissance et pour l'autonomie, à la création du certificat auquel va participer l'UQAC en 1973, destiné à la formation des maîtres autochtones et à la création du matériel didactique destiné aux populations autochtones. La création de l'école d'études autochtones l'an dernier à l'UQAT est l'aboutissement de plus de 20 ans de recherche partenariale et d'enseignement, mais certainement aussi d'un questionnement fondamental sur les dimensions politiques, éthiques, cognitives, artistiques et culturelles de la vie des communautés autochtones dans le Québec contemporain. Revenons en arrière. Un nouvel humanisme attaché à une nouvelle culture est présent en fond de trame dans le rapport parent, mais plusieurs observent que la création artistique et l'enseignement des arts y occupent une place restreinte. Ces limites seront fortement dénoncées en premier lieu par les élèves de l'École des beaux-arts de Montréal et par le groupe Fusion des arts, contestation qui conduira directement à la création de la commission d'enquête sur l'enseignement des arts. Quelques années plus tard, dans son rapport de 1973, Noël Vallerand, observateur délégué par la commission des études de l'UQAM, réitère: l'art doit profiter des connaissances que transmettent les multiples disciplines universitaires et l'enseignement des techniques artistiques doit se joindre à la transmission des savoirs. Les débats dans le monde des arts visuels opposant par exemple la théorie et la pratique, ou les arts appliqués et l'art savant, ou l'enseignement des arts à l'école et la formation des artistes professionnels vont perdurer longtemps entre les années 1940 et 1980, puis trouver à s'exprimer sous différentes formes encore, par exemple avec le doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM, ouvert en 1997, programme qui attire des candidats de toutes disciplines et qui doivent démontrer leur capacité à négocier entre les définitions concurrentes de la création et de la recherche en art. On pourrait évoquer aussi le réseau stratégique Hexagramme, une entité qui implique plusieurs chercheurs et professeurs de l'UQ et où, depuis 2001, on explore concrètement les diverses avenues de la recherche-création en arts médiatiques, design et technologie, où on développe des collaborations avec des artistes indépendants, des organismes et des entreprises culturelles partout dans le monde. Sur le plan de la recherche en culture, il faudrait un chapitre entier pour relater l'histoire du Centre Urbanisation, Culture et Société de l'INRS. Un moment important de cette histoire est l'intégration de l'ancien Institut québécois de recherche sur la culture, fondé par Fernand Dumont en 1979. On pourrait souligner le rôle central que vont jouer aussi
les presses de l'Université du Québec dans la diffusion de la recherche et du patrimoine. Pour revenir à l'éducation artistique, il y a donc une tension importante entre différentes conceptions de la recherche et de la création qui va demeurer centrale, je pense, dans l'évolution des programmes de premier cycle comme au cycle supérieur, et qui va trouver des solutions aussi différentes, qu'on soit en danse ou en art visuel et médiatique, en théâtre, en design, en musique, en littérature. Je me contenterai de citer un peu longuement Suzanne Lumryz et Claude Courchaine à ce propos, qui écrivait en 1983 « Il y a souvent dichotomie, quand ce n'est pas opposition, entre les objectifs personnels de recherche poursuivis par les praticiens des arts et les objectifs et procédures valorisés par une institution universitaire. Malgré le fait que, tout comme les scientifiques, les artistes s'appliquent à déchiffrer, comprendre et traduire le réel, leur approche et leur démonstration utilisent des méthodes et des langages fort différents. Comment désigner en effet un projet qui s'élabore par une suite d'essais, de réflexion sur les possibles d'un objet qui se révèle à mesure que la totalité de l'œuvre se construit? Le travail artistique procède par une évaluation constante d'un grand nombre de facteurs de plusieurs ordres selon une logique polydimensionnelle. C'était la citation de Lumryz et Courchaine. Il existe pourtant des communautés de goût, des systèmes d'interprétation et des modes d'évaluation du travail artistique, certains partagés par les artistes et par les institutions. Je pense qu'il serait des plus intéressants de réfléchir aux effets de ce genre de tension dans les champs connexes que sont la muséologie et la mise en valeur du patrimoine, l'histoire de l'art, la linguistique, l'anthropologie culturelle, la philosophie, la communication, le loisir, la médiation culturelle. L'Université du Québec contribue directement, aux côtés notamment des autres écoles supérieures d'art et des conservatoires, à la formation des créateurs, des écrivains, des artistes professionnels et des travailleurs culturels. Cette fonction est essentielle, notamment en vertu de ces pratiques artistiques et de ces savoir-faire sans lesquels il n'y a ni offre culturelle, ni développement, ni rayonnement international, et qui sont des effets directs dans toutes les sphères d'activité bien au-delà des mondes de l'art. Je regarde quand même le temps. Ah bon, d'accord, monsieur. Mon deuxième axe d'interrogation porte sur les dynamiques culturelles et régionales. Quel est le territoire de cette culture qu'on entend développer? Le rôle des métropoles régionales et le déploiement de la politique culturelle de l'État québécois sur le plan régional, avec notamment les conseils régionaux de la culture, opèrent dans le contexte d'une économie culturelle complexe et mondialisée. Tout cela peut paraître paradoxal aussi, puisque ce n'est pas seulement la notion de culture qui se complexifie pendant les 50 dernières années, c'est aussi la culture, ou une certaine culture, qui est maintenant un vecteur déterminant de toutes les activités universitaires. Les sous-ministres et les fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui se font les promoteurs du projet de l'Université du Québec à l'origine s'inspirent directement du réseau des universités publiques de l'État de Californie, de l'État de New York et d'autres universités américaines. C'est donc dire que l'approche n'est pas régionaliste au sens traditionnel, mais au contraire axée sur la démocratisation de l'enseignement et la mise en place de nouvelles organisations décentralisées qui favorisent l'interdisciplinarité. On pourrait aller plus loin et prendre en considération les liens de l'Université du Québec avec le reste des Amériques et les grandes organisations internationales qui incarnent les principes culturels et éducatifs du monde contemporain. On le voit bien maintenant, le réseau voit le jour à la faveur de mouvements parfois contradictoires de modernisation, de laïcisation, d'affirmation nationale et populaire, de contestation étudiante et communautaire. Bien que la décentralisation du ministère des Affaires culturelles et le début des politiques culturelles et régionales ne se fassent sentir qu'à partir peut-être de 1975, on peut affirmer que la naissance du réseau de l'UQ accompagne l'affirmation des identités culturelles et régionales qui s'accentue dans les années 1970 et participera très certainement à l'essor de la recherche et des études régionales. En outre, les universités peuvent s'appuyer sur l'existence de cultures régionales, de régions culturelles ou d'espaces régionaux
comme l'a souligné entre autres Fernand Harvey. Chacune des composantes du réseau est implantée dans un milieu qui, au moment de la fondation de l'Université du Québec, est bien entendu déjà travaillé et à divers degrés par les dynamiques d'institutionnalisation ou de professionnalisation des arts, de la culture, de la science, de l'éducation. Ainsi, par exemple, la création du réseau opère en partie par l'intégration, au moment de la fondation ou dans les années qui suivent, de collèges, de centres d'études, d'écoles de formation des maîtres ou de séminaires existants dans l'espace régional. Ce processus d'intégration et d'implantation dans les régions qui ont une histoire qui leur est propre donne ses couleurs particulières à chacun des campus. Je suis porté à accélérer, malgré que j'ai le texte bien devant moi. Notons que l'accélération du développement des technologies et des nouveaux médias contribue plus que jamais à la transformation du monde culturel et singulièrement aux relations qu'entretient la région avec son environnement international. Cependant, le rayonnement d'une institution comme l'Université du Québec se fait aussi sentir localement de façon bien concrète. La situation frontalière de l'UQO, par exemple, est certainement un élément essentiel de son identité d'institution francophone et un autre aspect de l'implantation territoriale de l'Université du Québec. La mise en place de l'école multidisciplinaire de l'image et ses programmes en arts visuels, en design graphique, en bande dessinée, en histoire de l'art et en muséologie et patrimoine aura en retour un effet de rayonnement pour les auteurs, les créateurs et travailleurs culturels œuvrant dans les organismes et les entreprises de la région et ailleurs. J'en viens à mon troisième et dernier axe d'interrogation qui concerne la démocratisation de la culture et la démocratie culturelle. J'y ai fait allusion à plusieurs reprises. Pas de démocratisation ni de démocratie culturelle sans transmission, sans pédagogie et sans milieu propice à l'expérimentation. Assurément, les grands débats des années 40 et 50 sur le relativisme culturel en anthropologie, comme dans les sciences humaines, sont un des ferments du projet de l'Université du Québec. Il en va de même dans les années 1960 et 70 sur le changement social et la nouvelle orientation réclamée notamment par les mouvements de contestation étudiants et autogestionnaires qui veulent donner à la modernité politico-institutionnelle, voire aux grands idéaux civilisationnels, un autre sens. Il faut d'abord remarquer l'extraordinaire complexification des réseaux culturels et artistiques depuis plus de 30 ans, ne serait-ce qu'avec la présence des centres et des associations artistiques, la multiplication des événements culturels et artistiques, les programmes de subvention à la création, les activités de médiation culturelle, la mise en valeur du patrimoine, les nouvelles muséologies et le rôle encore plus important de l'université dans ce maillage ou cet environnement. L'université a toujours un rôle déterminant à jouer dans l'enseignement et la recherche en art et pour contribuer à ce que la culture, entendue au sens le plus large, soit vraiment au cœur de la société et de son développement. L'Université du Québec est un maillon important dans l'incessant travail de sensibilisation, d'éducation et de médiation nécessaire à la participation, à l'exercice de la citoyenneté culturelle, tel que le définit par exemple l'organisme Culture pour tous. Je pense que beaucoup d'associations professionnelles le comprennent aussi et se refusent à séparer radicalement ce qui relève de l'éducation et ce qui relève plus directement de la création et de la production artistique. L'un ne va pas sans l'autre. Dans un monde ouvert et hypermobile, la reconnaissance de la diversité culturelle et l'obligation de l'interconnexion entre univers de sens exigent toujours plus de réflexivité et toujours plus de capacité d'interprétation. Cela concerne toutes les modalités de l'expression et de la représentation des individus et des collectivités, et la culture est certes au cœur de ces processus omniprésents de communication, de transmission, de partage et d'échange, de délibération, ainsi que de rationalisation des conflits ou des différends. L'Université du Québec détient des leviers puissants qui lui permettraient d'intégrer encore davantage les arts et la culture à tous les niveaux de la formation,
dans tous les domaines et à multiplier les expériences avec des partenaires de tous les milieux. De même, grâce à ces programmes d'enseignement, ces services, grâce aux activités de recherche de ses professeurs, l'Université du Québec a largement contribué à développer les outils de production médiatique, l'expertise et la pensée critique à l'égard des cultures médiatiques. Mon dernier axe d'interrogation porte sur la participation et l'expression culturelle sous toutes ses formes et nous entraîne donc dans des questions dont les réponses, lorsqu'il y en a, sont encore moins bien définies que dans les précédents. Dans les années 60, et de façon beaucoup plus soutenue dans les décennies suivantes, l'appel envers la démocratisation sous toutes ses formes gagne énormément de terrain. Si le rapport Parent évoque à de nombreuses reprises la démocratisation des connaissances, le rapport Rioux traite pour sa part de démocratie culturelle, un principe qui fait partie, encore à ce jour et plus que jamais, de la politique culturelle du Québec. On l'entend bien dans les discussions récentes autour du renouvellement de la politique culturelle. Le réseau de l'UQ fait-il tout ce qu'il peut pour se rapprocher des milieux et des personnes les plus éloignées de l'offre culturelle dite légitime, ne serait-ce que dans l'horizon d'une plus grande démocratisation? Et qu'en est-il des plus larges dimensions de la citoyenneté culturelle? Est-on vraiment à l'écoute de la diversité et favorise-t-on les pratiques qui manquent de reconnaissance, les pratiques subversives et qui mettent en cause les équilibres consensuels? N'est-ce pas aussi le rôle que devra être appelé à jouer le réseau de l'Université du Québec? Une autre dimension de l'expression culturelle ainsi élargie concerne les constructions identitaires individuelles et collectives et la capacité d'être et d'agir dans le monde. Je pense que c'est précisément la culture qui permet un regard distancié sur soi et sur le monde, qui permet la réflexion, l'exploration conceptuelle et intellectuelle. La culture est tantôt synonyme de reproduction et d'imitation, tantôt d'étrangéisation et de dislocation, et les sociétés humaines ont besoin de ces deux modalités expressives. Je reviens à mes questions qui n'ont pas de réponse arrêtée. Le réseau fait-il tout ce qu'il devrait pour s'assurer que ces programmes et ces services sont connus et accessibles à tous, pour que ces programmes et services répondent aux attentes et aux besoins de tous? L'accessibilité à la culture et la participation culturelle ne sont pas une commodité qu'on pourrait passer aux pertes et profits. La culture est à la fois le lieu de ces rapports de pouvoir, l'objet de certaines de ces luttes et l'espace dans lequel sont construits des rapports plus égalitaires et plus ouverts. Les initiatives en direction des communautés autochtones et des minorités ethnoculturelles, en direction des groupes défavorisés ou marginalisés, les principes fondamentaux d'équité et d'égalité sont bons pour tout le monde. Il me semble que cela appartient à sa mission et que notre université doit continuer ses efforts à l'endroit des différentes populations qu'elle dessert et à l'international, notamment pour attirer des populations étudiantes en provenance du Sud global, des praticiens, des créateurs et de futurs travailleurs culturels. Et encore, si on veut comprendre que l'État québécois, sans agir d'une voix unique et omnipotente, se fait depuis plus de 30 ans le promoteur du néolibéralisme économique, ça c'est un clin d'œil à Dorval, reste à voir les conséquences culturelles ou la traduction néolibérale de la culture et de son développement. Quelles seront les conséquences, par exemple, du refus de tendre à la gratuité scolaire à tous les niveaux jusqu'à l'université? Les conséquences de la diminution ou de la non-indexation des subventions à la création et du soutien aux organismes artistiques? Les conséquences des restrictions budgétaires diverses? Le réseau de l'Université du Québec doit non seulement ressaisir sa mission originale, mais trouver les nouveaux moyens de l'accomplir. Ce sera une sorte de conclusion. Si on croit que la culture est fondamentale, nécessaire à tous les programmes dans tous les domaines des études supérieures pour favoriser la pensée critique et l'esprit civique, le réseau de l'Université du Québec a encore des tâches importantes qui l'attendent. Merci.